mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien. Cette émission qui ne cesse d'aborder les sujets sur le processus électoral. Comme vous le savez, les Congolais ont été appelés au vote ce 20 décembre 2023 pour un 4e cycle électoral. Ces élections qui ne cessent de faire couler encre et salive du côté des politiques, mais aussi des mouvements citoyens. Sur ce plateau, ce matin, je reçois Jacques Isongo, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement, connu sous les sigles Lucha. Bonjour Jacques Isongo. Oui, bonjour Madame Jaël. Bonjour à tous les téléspectateurs. Jacques Isongo, la République démocratique du Congo est en son 4e cycle électoral depuis 2006. Ces élections ont déroulé ce 20 décembre qui est allé jusqu'au 21 décembre. Au niveau de la Lucha, quel est votre point de vue? Ok, merci beaucoup Madame pour cette invitation et cette opportunité que vous nous accordez pour essayer de discuter, de débattre au sujet de notre pays, principalement sur le déroulement du processus électoral. Alors, au niveau de notre mouvement, nous avons beaucoup plus d'inquiétudes que de réponses, d'autant plus que les élections devaient avoir lieu un jour, et là, nous abordons le 12e jour, et d'ailleurs, dans certains bureaux, même aujourd'hui, les 22, les gens continuent à voter. Ce qui fait que nous nous posons la question de savoir si la loi les permet ou c'est juste des choses qu'on fait de manière cacophonique. Est-ce que la CENI n'a pas agi par jurisprudence? Jurisprudence, je doute, parce que en cas de force majeure, et l'année passée, le cycle passé, par exemple, avec qui avait repoussé les élections d'un jour, enfin d'une semaine, je crois. C'était quand même justifié et il a obtenu son report. Ce qui n'a pas été le cas avec M. Kadima, qui voulait à tout prix organiser les élections à la date pour, bien sûr, on le comprend d'une certaine manière, faire respecter la loi, la Constitution, qui voudrait que les élections puissent avoir lieu le 20 décembre, en fait. Mais malheureusement, il avait oublié qu'il n'était pas encore prêt d'organiser ces élections dans le contexte que le pays était où aujourd'hui nous avons des difficultés, comme vous le constatez vous-même, avec la cacophonie généralisée et systémique. Mais est-ce que ces élections, si Denis Kadima avait repoussé la date du 20 à une date peut-être vers le 24 ou bien le 30, est-ce que cette date serait passée au sein des acteurs du mouvement citoyen comme chez vous? Parce que déjà depuis les débuts de ces processus, on a cessé de décrier, vous avez cessé de décrier la fraude, que Denis Kadima vienne encore solliciter un report. Est-ce que vous allez accepter ces reports-là? Madame, devant des faits accomplis, par moment on comprend. Et devant le bon sens, il est souvent facile de prendre acte de certaines décisions politiques. Vous savez, nous n'allons pas sûrement accepter que M. Kadima se réveille le matin et décide. Donc, sans consultation préalable de ses compères. Mais à la place, qu'est-ce qu'il devait faire s'il devait avoir... Ce qu'il devait faire, ce qu'il devait solliciter un dialogue ou un entretien, pour ne pas sortir le mot dialogue, avec les acteurs politiques, donc les acteurs, ce qui sont tous concernés dans le processus électoral, la société civile, les confessions religieuses qui sont dans la société civile, le mouvement citoyen, les partis politiques, les candidats, présidents de la République, pour leur faire voir qu'ils n'étaient pas prêts. Et je pense qu'il devait y avoir une discussion et voir dans quel délai cela serait possible. Parce que ça ne demandait pas grand-chose pour qu'on repousse des élections d'une semaine ou de deux, voire même 2 mois. Donc ça pouvait être possible. Et ça allait se faire pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Mais entre-temps, il y avait des menaces.
Il y avait des communiqués de Corneille Nangaa, les autres membres de l'opposition qui disaient que les élections, il y avait même des prophètes qui disaient que d'autres personnes qui annonçaient qu'ils ne pouvaient pas avoir ces élections le 20 décembre. Est-ce que cela n'a pas aussi mis un peu Denis Kadima dans une situation de contrainte pour maintenir cette date, même s'il aurait bien voulu? Déjà, les 19, il avait fait un communiqué pour annoncer que certains bureaux pourraient ouvrir en retard et ils allaient rattraper le délai de 11 heures prévu par la loi. Je suis de ceux qui ont pensé qu'on ne devait pas avoir des élections en 2023. Et je pense que je n'ai pas eu tort et je ne vais pas me dédier aujourd'hui face à la population, à la face du monde. Nous avions dit qu'on n'allait pas avoir des élections en 2023 parce que ce n'était pas possible techniquement. Et ça s'est passé tel que ça s'est passé, c'est-à-dire que des élections qui ont été ou qui viennent d'être organisées ne peuvent pas être appelées élections. C'est une parodie d'élection avec un désordre criant. Vous savez, on ne peut pas gérer des choses en défiant les gens. M. Kadima ne pouvait pas, à mon sens, nous prouver qu'il pouvait tenir la date. Il ne pouvait pas reporter les élections parce qu'il avait dit, ou soit il devait faire respecter la date. Autant mieux repousser que organisé dans les conditions... Mais l'opposition était déterminée. L'opposition était déterminée, mais madame, qui organise... Enfin, que le délai constitutionnel soit respecté. C'est vrai, le délai constitutionnel devait être respecté, mais moi je pense, à mon humble avis, qu'à un certain moment, comme je le disais, on est devant le fait accompli. Autant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partis de la République qui n'ont pas voté. Vous savez, par exemple, la circonscription électorale de Dekese, au nord du Kassai, dans le Kassai, la partie nord de ce territoire n'a pas voté. Il n'y a que le centre du territoire qui a voté. Mais on a privé plusieurs millions de personnes pour aller voter. La raison? La raison, c'est que voilà, la CENI n'était pas prête, mais aussi des candidats ou un candidat qui s'est donné le pouvoir de ne pas faire passer les machines à voter dans l'axe nord pour aller faire les élections, organiser les élections. Donc vous comprenez que certaines personnes, donc moi je peux me réveiller, je me dis, ok, comme moi je suis par exemple candidat dans un quartier d'une commune et seul mon quartier qui vote et les autres ne votent pas et je bloque les machines à voter. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement. Mais en 2011, on a connu aussi des élections avec le pasteur Ngoïmou Lunda. Ces élections ont été jugées calamiteuses par les observateurs, des kits électoraux qui sont arrivés en retard. Les délais, ils sont aussi passés outre les délais d'un jour. Il y a eu aussi 2 jours. Quelle est la différence entre les irrégularités de 2011 et celui de 2023? Enfin, en 2011, d'abord, s'il y avait des irrégularités, il y en avait. Je ne veux pas dire aujourd'hui qu'il n'y en avait pas. Mais cette année, c'est vraiment la catastrophe. En 2011, on n'a pas généralisé ces cas, parce qu'à Kinshasa, par exemple, en 2011, nous avons voté le même jour. Et on a dépouillé le même jour, la nuit, tout le monde avait ses résultats. Pendant qu'ici, cette année, non seulement à Kinshasa, il y a eu des difficultés pour ouvrir les bureaux de vote, faute de machines à voter et d'autres intrants, mais il s'est fait que les machines sont venues en retard, les après-midi, dans certains bureaux de vote. Ce qui a fait que on a généralisé en fait cette histoire de... Madame, c'est sérieux en fait. Peut-être que les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Peut-être qu'ils ont des raisons qui font qu'ils ne puissent pas être aussi, excusez-moi, compréhensifs. Mais lorsqu'on ne vote pas, on amène les machines à voter pour ouvrir les bureaux de vote les 20 aux après-midi. Quelle est la loi en fait? Pourquoi le législateur avait prévu que le vote se passe un jour? Et ça se passe du matin à 17 h. C'est pour pallier au problème de l'insécurité dans certaines régions et surtout par le manque d'électricité. Donc le vote se fait le jour, tout le monde voit et on dépouille le jour, donc le soir. Mais pour éviter
qu'on prive d'autres Congolais le vote, le droit de vote, on fait quoi? On multiplie les machines à voter, donc les bureaux de vote d'abord. Les centres sont là, mais dans chaque centre, on peut passer de 3 à 4, voire 5 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, on peut avoir 3, 4, 5 machines à voter. Ce qui fait que tout ce qu'on a aujourd'hui ne pouvait être évitable. Donc, il y a eu un déficit dans la programmation déploiement de sites électoraux, de kits électoraux plutôt. Mais aussi, en 2011, c'était à la main. Et il y avait des bureaux de vote un peu presque partout. Il y avait aussi beaucoup de centres, de bureaux de vote en fait à côté de chaque centre. Aujourd'hui, on demande aux gens d'aller voter même le lendemain. C'est bien bon. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est pas bon, hein, parce qu'on est dans le cadre extra-légal. Donc ce n'est pas la loi qui le dit. La loi dit on vote le même jour sur toute l'étendue de la République. On peut comprendre à Yumbi en 2018 et le Nord Kivu, il y avait des problèmes d'insécurité. Ça, ce sont des cas exceptionnels et on comprend. Mais ici, on vous dit votez aujourd'hui et ceux qui ne peuvent pas voter aujourd'hui viendront voter demain. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certains bureaux de vote qui ont ouvert les 20, même les avant-midi, ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Un bureau de vote qui fait 2 jours en train de voter. Par exemple, il y a des cas? Il y a des cas, par exemple, dans beaucoup de provinces, pour ne pas citer spécifiquement là où nous observons. Moi, je suis observateur. Donc, là où nous observons, on a du mal à avoir certains résultats parce que jusque-là, le dépouillement n'est pas fait. Pourquoi? Parce que, bon, on continue de voter. Pourtant, ces centres ou la majorité de ces centres ont ouvert depuis le 20. Donc, on a permis la fraude, on a institutionnalisé la fraude, c'est-à-dire que vous votez... Est-ce que ce n'est pas un problème logistique? Pourquoi ce problème logistique a pris avec la fraude? Oui, le problème, on profite en fait. C'est vrai, ça peut y avoir des problèmes logistiques, ça nous devons aussi le reconnaître, que les machines à voter ont l'autonomie, par exemple, des batteries très limitée et qu'il faut les changer. Et c'est là où on profite. Parce qu'on va dire non, on part changer la batterie. On revient, les gens continuent de voter. La batterie s'épuise, on part encore, on le reprend. Et ça s'est fait depuis donc 2 jours durant, je peux le dire, ou 1 jour et demi. Et c'est inadmissible en fait. Donc la logistique, s'il y a la logistique qui pose problème ou qui poserait problème, c'est-à-dire que M. Kadima doit assumer. Et c'est lui l'auteur. Parce que je le disais, dans la programmation, dans le déploiement, dans l'acquisition de ces kits, on devait s'assurer que voilà, nous prenons ce kit, nous prenons ce type de batteries lithium qui peuvent durer autant de minutes, autant d'heures. Donc pour vous, les irrégularités de 2011 sont acceptables que celui de 2023? Aucune irrégularité n'est acceptable, madame. Mais au moins ici, nous savons toucher les fonds. C'est plus grave que 2011. Mais au moins, je ne dis pas ou je ne dédouane pas les irrégularités de 2011. Mais ici, on a généralisé et c'est partout où on trouve des gens avec des machines à voter dans des maisons. Le vote n'est plus secret parce que vous votez pour un candidat autre qu'un autre. Et du coup, on vous lynche, on vous lapide. On a vu. La désinformation et la manipulation a aussi joué un rôle important dans ce que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, au Kasaï, lorsque les gens veulent aller changer, même ici à Kinshasa, vous voulez aller, même dans d'autres cités d'ailleurs, vous voulez aller la machine, parce que chaque machine a un code spécifique par rapport à son bureau de vote, à son centre de vote et à son bureau de vote. Lorsqu'on change des machines pour dire non, voilà, ici il y a incompatibilité de la machine, on doit la changer, la mettre dans un autre bureau ou la ramener au bureau de la CENI pour la changer avec sa machine qui correspond. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la personne de la CENI pour dire non, il part faire des magouilles ou il part faire la triche ou le bourrage des urnes. Et du coup, on les lynche et on détruit la machine en question. Et cette machine, nous devons le rappeler, ça a coûté à la République, toutes ces machines, toutes ces opérations, 1,5 milliard de dollars que la population est en train de gâcher, la population est en train de détruire par la mésinformation, la désinformation et surtout les discours de haine et de la manipulation des politiques, des candidats présidents, des candidats députés à travers le pays.
Mais malgré ces irrégularités, on a vu la population, elle était déterminée à voter. Je prends le cas de Kinshasa, même si elle venait, les machines sont arrivées tard, mais la population, elle était patiente. Elle voulait à tout prix voter. Même ceux qui ont voté le 21, il y a ceux, dans certains quartiers, on apprend, il y a d'autres qui venaient à 1h du matin, les centres qui ont ouvert très tard, d'autres venaient à 5h, mais au niveau de la population, ici déjà, malgré ces irrégularités, et la population accepte d'aller voter. Est-ce que ça aussi, on va encore continuer à parler de la fraude? Parce que la population ne s'est pas révoltée. La population ne s'est pas révoltée. Bon, il y a plusieurs causes. Peut-être que, voilà... Non, la population s'est révoltée, madame. La population s'est révoltée à Kinshasa, on a vu. On est en train de scander Mika Mouyibi dans certaines vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, moi, le fait d'être patiente, la population. Oui, la population était patiente. Les centres, normalement, qui devaient ouvrir à 7h, elles ouvrent à 10h, à 11h. Mais les gens sont toujours là à la file d'attente pour voter. C'est dans ce sens-là que j'aborde ma question. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la population a démontré, a voulu exprimer son choix ou son vote, mais la CENI n'a pas permis ou n'a pas favorisé, n'a pas aidé en fait à ce que la population vote dans le calme. Parce que si vous voyez même dans beaucoup de bureaux de vote, dans beaucoup de centres de vote, où vous allez vous rendre compte que la population, il y avait l'engouement et il y avait le désordre. Le désordre parce que tout le monde voulait entrer tout de suite, aller voter. Il n'y a pas eu l'ordre, il n'y a pas eu de files d'attente dans beaucoup de centres où nous avons, même à l'intérieur du pays. Donc, ça n'a pas, le travail de la CENI n'a pas facilité la tâche à la population ou au peuple d'aller voter dans la sérénité. Et aussi, comme je venais de le dire, il n'y a pas eu aussi le secret des votes dans beaucoup de lieux, même ici à Kinshasa. Les bureaux de vote, vous allez vous rendre compte que je ne me permettrai pas de vous poser des questions, mais si vous avez voté, vous allez vous rendre compte que dans votre bureau de vote, calculer le nombre de personnes qui étaient de la CENI dans ce bureau de vote, il serait plus de 5 personnes. Pourtant, dans la loi, les textes le disent clairement que c'est 5 personnes, pas plus. Mais on est allé dans beaucoup... Je pense que c'est 6. Est-ce que ce n'est pas pour raison de transparence? Si on osait les faire sortir la 6e personne, on allait décrire que c'est à la triche? Au contraire, la 6e personne, là, son travail, son rôle, on ne le connaît pas encore très bien. Et c'est la crainte, pour moi, je pense, que parce que cette personne-là était toujours à côté de la machine. Pourtant, la loi parle de 5 personnes. Mais si on doit mettre la 6e personne, on doit conformer la loi, on doit adapter la loi par rapport à ça. Et c'est la 6e personne-là qui a été le nez du problème. Vous allez vous rendre compte, il y a une vidéo où une maman dit à un monsieur de voter pour lui le numéro 21. Mais peut-être, est-ce que ce n'est pas avec les personnes du 3e âge qui n'arrivent pas à mais c'est ça, la personne... la machine électorale, la machine à voter plutôt. Elle vient, elle peut demander service à... Moi, par exemple, je ne suis pas du 3e âge. Je suis en train de voter. Mais les alphabets et de l'informatique, ils peuvent aussi. C'est une personne qui ne connaît pas, qui n'a jamais touché à un ordinateur. Elle se présente le jour J, c'est pour elle la première fois de toucher à un ordinateur. Elle ne peut pas demander service, cette personne-là. On ne demandait pas en fait. Ce sont plutôt les gens là qui voulaient proposer le service. Et pas proposer des services, mais imposer les candidats. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je pars voter, mais une dame qui me dit, est-ce que je peux t'aider? Et elle vient. Là où moi, je fais mon choix. Je la regarde et dis, madame, je sais me débrouiller seule. Mais elle était tellement insistante que je l'ai regardée de... Donc, vous avez vécu ça? J'ai vécu personnellement. C'est pas un témoignage? Non. Le témoignage, c'est la personne qui devait voter après moi. Et qui vote, mais elle a voté une autre personne. Et la dame l'a dit, ah, tu n'as pas voté un numéro, je vais le faire citer. Et pourquoi? Et elle a dit tout de suite que c'est chemin, en quoi ça te regarde. Ça, c'est à Kinshasa. Vous avez vu une vidéo où une dame a été molestée, déshabillée, parce qu'elle n'a pas voté un numéro. Et comment les gens ont su qu'elle n'a pas voté son numéro là? Parce que le secret des votes n'a pas été garanti. Et si à Kinshasa, on nous impose, ou on nous impose ces services, on peut aujourd'hui déduire que toutes ces personnes-là qui étaient comme troisième agent de la CENI dans les bureaux de vote étaient
au profit d'un candidat. Donc, il y a tellement de questions que pour nous pensons que la CENI, il y a eu beaucoup plus de couacs que des résolutions parce que M. Kadima, au départ, avait bombé le torse disant qu'il était capable d'organiser des élections, il était expert, mais sincèrement, pour mettre en doute son expertise. Bon, je ne peux pas mettre son expertise en doute, mais au moins ce que nous voyons, ça ne reflète pas le niveau qu'on attendait de lui. Mais eu égard à toutes ces irrégularités, est-ce que cela donne un discrédit à la crédibilité des résultats qui seront publiés? Déjà ce vendredi, la CENI va publier des résultats partiels, les tendances dans différents bureaux de vote. Oui, en fait, honnêtement, ça n'engage que moi. Je pense que la crédibilité ou le crédit de ces élections est vraiment entaché. D'autant plus qu'il y a eu le bourrage des urnes systématique et systémique dans tous les pays. Même à Kinshasa, aucun bureau de vote où on peut vraiment dire avec certitude combien de personnes ont voté. Il y a des machines à voter dans des maisons. Des gens et des vidéos qui circulent avec des témoignages. Mais cela, c'est avec quel pourcentage? Est-ce que il n'y a pas eu de point dans le bureau de vote où tout s'est très bien déroulé? Il n'y a pas eu de ces cas-là? Bah, il doit savoir. Est-ce que tout était mauvais? Bon, en fait, dès lors que dans tout le pays, nous avons des informations concordantes qui vont dans le même sens, il est facile de généraliser. Mais n'empêche que dans certains bureaux de vote, quand même, il y a eu de l'ordre, mais je doute, hein, il y a eu de l'ordre, il y a eu des gens qui ont voté de manière sereine, il y a eu aussi le secret des votes, il y a eu la transparence, mais ici et là, on est en train de dénoncer, nous par exemple, les observateurs déployés sur le terrain, ont été chassés dans certains bureaux de vote, soit en disant qu'ils étaient désenvoyés d'un candidat. Et du coup, on ne sait pas exactement... Et quel candidat? Bah, on a accusé nos observateurs d'être des candidats, envoyés par Moïse Katumbi dans les Kasaï, par exemple. Quand ces observateurs qui ne sont que des gens qui vivent dans les quartiers, qui eux-mêmes connaissent, pourquoi on devait les lyncher ou les chasser, les témoins ici à Kinshasa, et aussi la malhonnêteté de certains candidats, de certains partis politiques, qui ont fait voter leurs témoins plusieurs fois. Donc, ils vous envoient, comme ils savent que non. Vous savez, en tout cas, c'est chaotique, je dois le dire. Le manque de cartes d'électeurs a aussi favorisé cette histoire. Il y a des gens qui n'ont pas de carte d'électeur, mais qui partent voter. Mais la CENI avait autorisé cela. Mais c'est ça, non? Le fait qu'on autorise mais ça... puisqu'ils sont déjà retenus, les électeurs, les gens qui se sont enrôlés, ils sont déjà dans le fichier de la CENI. Mais c'est ça, parce qu'ils savent. Les politiques, maintenant, sautent sur l'occasion. Parce qu'ils savent qu'on fait des rotations de témoins dans les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 3 témoins dans le bureau de vote X. Et imaginons qu'on a par exemple 50 bureaux de vote. Et dans chaque 50 bureaux de vote, il envoie 2 ou 3 candidats par bureau de vote. À la fin de 30 ou 40 minutes, il change. Parce que vous avez surveillé vos partis, d'autres candidats viennent et d'autres témoins viennent. Ils votent encore. Parce que le témoin peut voter là où il est témoin. Et il part, là-bas, ils mettent des dissolvants, tout ça, ils enlèvent l'encre indélébile, et puis ils votent encore parce qu'il est... Vous voyez? Donc, et ça c'est pour les témoins. Mais aussi pour les personnes malhonnêtes aussi, qui votent souvent sans mettre de l'encre. On vous dit, dans certains lieux où on voit les PV imprimés de la machine à voter, où toutes les personnes ont voté, et ont voté pour un seul numéro, donc un seul candidat. On a voté à plus de 100%. Et on se demande, il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de... Et les gens, en fait, les pros, ces numéros, ces candidats disent non, on peut voter par dérogation. Oui, dérogation atteignait 100% des personnes. Sachant que dans un quartier, il y a des mouvements qui se font, il y a des gens qui naissent, qui meurent, il y a des gens qui changent d'adresse. Et comment expliquez-vous que ces personnes puissent se ressusciter pour venir voter à la hauteur de 100%? Ce qui est vraiment clairement une fraude. Donc, Jacques Isongo,
Est-ce que vous êtes aussi dans la logique des opposants qui ont sollicité les reports des élections, l'annulation de ces élections pour refaire les autres le plus crédibles? Est-ce qu'il faudra annuler ce scrutin? Si c'est pour la paix et la stabilité du pays, je serais d'accord. Mais ça, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Pour l'instant, je ne sais pas, la louche va se réunir aussi, va donner des points de vue officiels. Mais là, d'emblée, je pense qu'il n'est pas tard pour faire du bien, hein, pour faire mieux. C'est vrai qu'on n'a pas de moyens conséquents, plus d'1 milliard de dollars à débourser pour l'organisation des élections. Ça pèse pour le pays, mais nous ne voudrions pas aussi que le pays sombre dans un chaos indescriptible à cause des élections. Donc les politiques ou les politiciens doivent se réunir et parler pour voir dans quelle mesure le pays doit être géré dans les jours à venir en attendant l'organisation de certaines élections. Donc la CENI ne publie pas ses résultats, ou bien si elle publie qu'au niveau de la Cour constitutionnelle? La CENI est obligée de publier les résultats parce que c'est son travail. Mais c'est au niveau de la Cour, parce que c'est la Cour qui doit dire le dernier mot. Si, au vu des éléments que nous sommes en train de décrire, de déplorer, et d'ailleurs qu'eux-mêmes, même ces juges... Mais laissez ça arriver que la Cour annule ces élections et la suite? La suite qu'on devait organiser, en fait, la suite... Félix Tshisekedi reste au pouvoir? Bah, je pense que la jurisprudence dit, je pense qu'effectivement Tshisekedi sera président de la République pour organiser de nouvelles élections. C'est vrai que pour certains opposants, ils pensent que voilà, Tshisekedi est au pouvoir. Non. Donc ils sont un peu laids, qu'il faudrait les appeler tous à se concerter. Cela peut ouvrir une voie à un dialogue. Je dis très bien, si c'est pour le salut du pays, en tout cas, personnellement, j'encouragerai ce dialogue, j'encouragerai que les discussions se fassent pour qu'on sauvegarde l'intégrité nationale. Vous savez, madame, le pays maintenant est presque déchiré parce que nous avons senti, nous ne sommes pas encore dans un état fort comme la France, les États-Unis, où les candidats lors de la campagne électorale peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, accuser ou pas insulter certains candidats d'étrangers, tous les mots en fait. Là, ça peut passer. Mais ici, c'est la fibre tribale qui l'emporte sur la raison. Et nous ne voudrions pas que demain, nous ayons des difficultés, des problèmes. Moi, je suis Kassaïen, je ne voudrais pas que, en tant que Kassaïen, je sois mal vu par les Swahili ou soit le Nikongo. Donc tout ça, il faudrait qu'on évite en fait, qu'on trouve en fait des solutions pérennes, donc adéquates aussi pour que le pays soit évité. Mais là, c'est votre point de vue. S'il y a d'autres acteurs politiques qui disent que oui, les Congolais doivent parler avenir du pays, mais sans Félix Tshisekedi. Et enfin, excusez, je pense que qui pourrait gérer le pays à ce moment-là? Vous voyez qu'il y aura un vide. Tshisekedi qui est, jusqu'à preuve du contraire, président de la République, il n'a pas encore fait la remise et reprise. Et donc, il va gérer, en tout cas c'est mon point de vue, qui n'engage pas les autres, il va gérer les affaires courantes, il va organiser des élections, et puis voilà, donc c'est ce que moi je pense en fait. Mais pour chuter, entre-temps, il y a la force, parlant sécurité, la force de l'EAC qui est en train de quitter les sols congolais, mais il y a eu des affrontements, les M23 qui ont récupéré d'autres cités à Fizi. Avec tout ça, Songo, quel est votre point de vue? Mon point de vue est que le président avait dit, lors d'une émission dans un média radio ici à Kinshasa, que si la moindre éclabouche du Rwanda, il agirait. Et le Rwanda vient d'agir, donc le président de la République est censé maintenant utiliser la force. Mais non, il avait dit qu'il doit réunir les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, en congrès, pour qu'on lui donne cette autorisation-là. Bah, mais si l'Assemblée nationale et le Sénat sont des missionnaires comme maintenant, il n'y en a pas, on n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas l'Assemblée nationale, on n'a pas le Sénat, et d'ailleurs, même si on en avait, ils seraient déjà en vacances parlementaires. Et on fait comment?
On Mais doit est-ce qu'il ne laisser fallait le pas pays. garder alors l'EAC? Comment ils sont en train de Non, faire l'EAC partie et le M23 commence à conquérir le terrain où l'EAC, s'est trouvé? pour nous, la lucha, nous pensons qu'aucune autre force régionale ou sous-régionale, internationale, ne peut sécuriser la RDC mieux que nos forces armées et la police nationale, ainsi que d'autres services de sécurité. Le départ de l'EAC, pour nous, nous saluons le départ, bien que tardif son retard, son départ, mais nous pensons qu'ils sont complices. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui ne prouve pas que ce sont eux qui sont derrière ce M23 en ce moment pour venir récupérer le village? Donc nous ne regrettons pas le départ de ces gens-là. Ce sont des aventuriers, ce sont des bandits, ce sont des voleurs qui viennent en complicité avec le Rwanda et le M23 pour semer le chaos dans notre pays. Jacques Isongo, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes membre de la Lucha, dont vous avez dit qu'il y aura un communiqué officiel sur les processus électoraux en cours. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Entretien. Merci de votre attention. Le prochain numéro avec notre invité dans le tout prochain jour. Au revoir et bonne suite de programme sur A30 Télévision.